Bonjour et bienvenue dans ce cours Optimal Subsp d'électromagnétisme. Donc là, c'est un cours un petit peu introductif où on va parler de charge et de conduction électrique. Alors, de quoi s'agit-il? Quand on parle d'électromagnétisme, évidemment, toujours on parle de champ électromagnétique. Le champ composé du champ électrique et du champ magnétique. Et ce champ, comment est-il produit? C'est une question qu'on peut se poser. Au niveau le plus fondamental, au niveau microscopique, ce champ, en fait, il est produit par, d'une part, la présence de charges électriques et d'autre part, le déplacement de ces mêmes charges électriques. Donc nous, ce qui va nous intéresser dans ce cours, c'est de modéliser d'un point de vue microscopique la présence et le déplacement de ces charges et d'en déduire des lois mésoscopiques sur comment le champ est engendré par ces charges. Alors, donc, ce champ, il est donc causé par la présence de charges électriques. Et ces charges, quelles sont-elles? D'une manière générale, au niveau microscopique, ce sont des charges qui, en très bonne approximation, sont ponctuelles. Pourquoi? Parce que les charges les plus classiques qu'on va étudier, nous, dans ce cours, ce sont les électrons. Donc les électrons, il y en a de deux sortes. Ils peuvent être libres ou liés. Ils seront libres dans le cas d'un métal. Donc dans un métal, vous allez avoir une partie des électrons qui vont être liés aux atomes et une autre partie des électrons qu'on appelle les électrons de conduction qui vont être libres de se déplacer à l'intérieur du volume du métal. Et donc ça, un électron, en très bonne approximation, on peut considérer que c'est une charge ponctuelle. Un autre type de charge, ce sont les ions. Par exemple, quand vous avez un plasma, c'est un gaz d'atomes que vous avez ionisé. Donc à l'intérieur de ce plasma, il va y avoir à la fois des électrons libres et des ions libres eux aussi. Donc il peut y avoir des ions positifs ou négatifs et des électrons, et ces ions, ils peuvent être aussi en très bonne approximation considérés comme des charges ponctuelles. Et par ailleurs, un autre exemple, vous avez aussi des particules de haute énergie, comme des muons, des quarks ou autre chose, qui eux aussi peuvent avoir une charge électrique, et qui sont en bonne approximation des particules ponctuelles. Alors voilà le modèle qu'on va utiliser dans ce cours pour décrire la conduction. On va considérer qu'on a un ensemble de n charges ponctuelles, donc c'est les petits points blancs que j'ai dessinés là au tableau. Et donc cet ensemble de n charges, elles vont être distribuées dans un volume, qu'on va appeler le volume V. Et toutes ces charges, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles sont indépendantes les unes des autres et elles n'ont pas toutes la même vitesse. Donc ici, j'ai dessiné en rouge là, une charge I, la charge QI à cet endroit-là, qui a une vitesse VI à l'instant T. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est en fait le mouvement global de ces charges, parce qu'on ne va pas étudier les charges individuellement, on va vouloir avoir des lois mésoscopiques. Donc, qui dit loi mésoscopique dit qu'on va vouloir intégrer sur un petit volume le comportement de toutes les charges. Et donc, on va vouloir en fait définir une vitesse moyenne, V, qui va être la vitesse moyenne d'un certain ensemble de charges. Donc, ces charges sont distribuées uniformément dans le volume V, et il y a donc une densité volumique moyenne de charges qui se calcule comme ceci, on va l'appeler petit n, c'est tout simplement le rapport entre le nombre n de charges et le volume grand V. À partir de toutes ces grandeurs, on va pouvoir définir ce qu'on appelle la densité volumique de courant, petit j, qui va être une quantité essentielle pour nous. Alors, comment on va la définir? On va faire en fait une somme, une moyenne volumique sur tout le volume de la charge fois la vitesse de chacune de ces particules. Donc la somme ici, I, court sur l'ensemble des particules chargées. Alors, comment on peut exprimer cette somme? Ce qu'on peut dire, c'est que ça, en fait, alors le Q peut sortir. Ça fait 1 sur V fois Q, N fois 1 sur N, somme sur toutes les charges des VI. Et ce terme ici, en fait, alors c'est un VI vectoriel ici, ce terme, c'est rien d'autre que V, la vitesse moyenne des charges. On va donc avoir une définition pour J qui va s'écrire tout simplement petit n Q fois la vitesse moyenne V. Et c'est cette définition qu'il faut retenir. Donc ici, petit n fois Q, ça correspond en fait à une densité volumique de charge. Ici, c'est une densité volumique de particules, petit n. Et vous avez ici la vitesse moyenne V. Donc J, il va s'exprimer en ampères par mètre carré. Ça va être son unité. Une fois qu'on a défini cette densité volumique de courant J, on peut définir une autre grandeur qui est la grandeur de l'intensité électrique. Donc cette grandeur, vous la connaissez déjà, c'est celle qui intervient par exemple dans la loi d'Ohm, où la tension est égale à la résistance fois l'intensité électrique. Et cette intensité électrique, en fait, on peut la retrouver justement à partir de cette densité volumique de courant J, au niveau mésoscopique. Alors, comment on va la définir? Vous avez un ensemble de charges
de vitesse moyenne v qui va se déplacer voilà, dans une certaine direction qui est donnée par la vitesse moyenne. Et donc, à cette vitesse v, eh ben, on peut évidemment aussi associer un courant J, comme ceci. Donc, dans le cas où les charges sont positives, par exemple, ça va être dans ce sens-là, dans le même sens que v. Et donc, on va se poser la question suivante. Ces charges, elles vont traverser une certaine section. Par exemple, si vous avez des électrons à l'intérieur d'un fil électrique en cuivre, la surface là, que j'ai appelée sigma, ça pourrait être par exemple une section du fil. Et on va se dire, pendant un certain intervalle de temps, combien d'électrons vont passer à travers cette surface. Donc ici, cette surface, je l'ai orientée avec un petit vecteur que j'ai appelé ds, comme ceci. Et donc la densité I qui traverse la surface S, comment on la définit? On la définit comme étant tout simplement le flux du vecteur densité de courant J. Donc on va faire une double intégrale sur la surface sigma de J scalaire ds. Et ça nous définit donc l'intensité électrique. Et vous voyez, du point de vue des dimensions, puisque J est en ampères par mètre carré, I va être en ampères. Voilà pour cette introduction. Donc maintenant qu'on a défini ce qu'était une description microscopique et mésoscopique des sources, on va parler de la conduction dans les conducteurs ohmiques. Alors dans cette deuxième partie, on va parler de conservation de la charge dans les conducteurs. Alors d'où vient cette conservation de la charge? Vous connaissez déjà la conservation de la matière, c'est celle que vous avez vue déjà depuis le lycée, par exemple, qu'on utilise en chimie. Cette conservation de la matière vous dit que, que la matière va se conserver, donc que les éléments chimiques, par exemple, dans une réaction, vont simplement se transformer, mais il n'y a pas de matière qui disparaît ou qui apparaît spontanément. En tout cas, aux échelles d'énergie, des échelles de basse énergie qu'on considère nous. Du coup, comment se traduit cette conservation de la matière quand on parle d'un conducteur? Puisque les particules qui vont nous intéresser, en l'occurrence par exemple des électrons ou des ions, vont toujours garder la même charge, leur charge ne va pas être modifiée au cours du temps, cette conservation de la matière va devenir en fait une conservation de la charge. Alors, on va exprimer cette conservation de la charge de manière un petit peu mathématique en regardant un modèle de conduction à une dimension. Donc ici, vous avez un fil électrique par exemple, donc c'est ça, c'est un bon modèle de conducteur à une dimension. Et je vais considérer une petite portion de ce fil de longueur dx, donc entre l'abscisse x et x plus dx. Cette petite portion de fil, donc elle va avoir un volume que je vais appeler dv. dv, ça va être dx fois la section du fil, que j'ai appelé petit s. Donc vous avez dv qui vaut s dx. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Donc vous allez avoir en plus une densité volumique de charge qu'on va appeler ρ. Et donc ça va être la densité volumique de charge qu'il va y avoir à cet endroit-là, du volume. Et vous allez avoir par ailleurs, évidemment, un vecteur petit j qui va être la densité volumique de courant parce que ces charges peuvent se déplacer au cours du temps. Donc il faut imaginer que vous avez un flux de charge dans ce fil. Si par exemple vous branchez ici un générateur de tension, et vous allez avoir un courant qui va être induit dans ce fil, qui va être traduit par le petit j qu'il y a ici. Pour exprimer cette conservation de la charge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'il y a une charge totale là, dans ce système qu'on va appeler delta Q. Cette charge, par conservation, va être constante. Mais ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'en exprimant qu'est-ce que vaut cette charge à deux instants différents, l'instant t et l'instant t plus dt un petit peu plus tard, on va pouvoir lier en fait la densité volumique de charge ρ au vecteur densité de courant petit j. Une fois qu'on a défini donc cette charge delta Q, donc qui va correspondre à la charge totale qui est incluse dans ce système, on va s'intéresser à que vaut cette charge, comment on peut l'exprimer si vous voulez en fonction de la densité volumique de charge et de courant à l'instant t, et comment on peut l'exprimer d'autre part à l'instant t plus dt. Et la conservation de la charge va nous dire qu'en fait, même si on a deux expressions différentes pour cette charge, une à l'instant t et une à l'instant t plus dt, ces deux expressions doivent forcément être égales puisque la charge se conserve. Ça va être ça la méthode du bilan de charge. Alors à l'instant t, qu'est-ce qu'on va avoir comme charge? On va considérer qu'à l'instant t, la charge est intégralement contenue dans cette petite portion de conducteur, de volume dv. Donc la charge qui va être à l'instant t, qu'est-ce que c'est? C'est la densité volumique de charge ρ de t fois dv, dv étant ce petit volume. Ça, c'est à l'instant t. À l'instant t plus dt, qu'est-ce qui s'est passé? On va toujours avoir une partie de la charge qui va être dans ce volume. Donc cette fois-ci, ça va être ρ à l'instant t plus dt fois dv. Mais il va aussi y avoir de la charge qui s'est déplacée à cause du vecteur densité de courant J. Alors, comment cette charge s'est-elle déplacée? En fait, vous voyez ici que ce vecteur densité de courant, ici vous avez une partie qui est entrante et ici une partie qui est sortante. Et si on oriente la surface totale qui est faite par le conducteur, ici on va mettre un petit vecteur
ds qui oriente la surface à cet endroit-là, et nécessairement, cette surface, si elle est orientée vers l'extérieur comme ça, je dois aussi l'orienter vers l'extérieur de l'autre côté. À cause de ça, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire qu'on va avoir ici le vecteur j à l'endroit x qui correspond au déplacement de la charge qui est dans le sens opposé de l'orientation de la surface. Donc ça va donner un signe moins, alors que ici, le vecteur densité de courant j plus dx est dans le même sens, donc ça va donner un signe plus. Alors, où est passée la charge? Vous avez un terme en moins j de x fois s. Alors, si je fais ce moins j de x fois s, ça correspond donc à une intensité. Et cette intensité électrique, pour avoir une charge, il faut multiplier par l'instant dt, pour transformer des ampères en coulombs. Et donc, vous avez, par ailleurs, le terme de déplacement de charge en j plus dx qui, lui, va avoir un signe plus, parce que on est orienté dans le même sens. Donc, j de x plus dx, toujours fois s fois dt. Maintenant, que nous dit la conservation de la charge? La conservation de la charge nous dit qu'on a deux expressions différentes. Ici, une expression de la charge à t et une expression de la charge à t plus dt. Mais comme la charge n'a pas bougé, la charge se conserve, ces deux expressions sont égales. Donc, delta q de t égale delta q de t plus dt. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner ρ de t fois dv, c'est-à-dire s dx, égale ρ de t plus dt, toujours fois s dx, moins j de x s dt, plus j de x plus dx s dt. Alors déjà, vous voyez que vous avez les s qui partent. On va faire passer ce terme-là de l'autre côté, et donc on va avoir ρ de t plus dt moins ρ de t. Donc ça, avec un développement limité, ça va nous donner quoi? 0 égale d rond ρ sur d rond t fois dt. Et on peut encore faire un autre développement limité ici avec le j. Alors ici, on a toujours, attention, un dx qui est en facteur, là, donc il faut rajouter le dx. Et avec le j, ça va nous donner quoi? J de x plus dx moins j de x, ça nous donne plus un d rond j sur d rond x fois dx, et toujours fois le dt qui était en facteur des deux. Et vous voyez que nos petits éléments dx et dt vont se simplifier. Et on obtient finalement une équation de conservation de la charge à une dimension qui va s'écrire comme ceci. D rond ρ sur D rond t plus D rond j sur D rond x égale 0. Alors ça, c'est donc une première expression à une dimension. Et pour vous entraîner, vous pouvez faire le même calcul à 3D. Parce qu'ici, on a tout simplement fait le calcul à une dimension, mais en fait, le principe serait exactement le même. Si vous rajoutez une dimension ici en y et en z, par exemple, eh ben, vous aurez à faire le même raisonnement, mais en incluant les parties du courant qui partent suivant y et suivant z. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'à 3 dimensions, la formule de conservation de la charge s'écrit d rond ρ sur d rond t plus divergence du vecteur densité de courant égale 0. Ça, c'est la forme la plus générale de l'équation de conservation de la charge. Pourquoi elle est intéressante, elle est belle cette formule? C'est que justement, elle ne dépend pas du système de coordonnées dans lequel on l'a écrite. L'opérateur divergence, vous pouvez l'exprimer en coordonnées cartésiennes, en coordonnées polaires, à 1, 2, 3 dimensions, n dimensions si vous avez envie. L'équation aura toujours la même forme. Alors, cette équation de conservation de la charge va avoir une conséquence importante pour nous, qui va être ce qu'on appelle la loi des nœuds en électrocinétique. Alors, pourquoi cette équation-là induit la loi des nœuds? Si jamais vous avez un régime stationnaire, par exemple quand vous faites de l'électrocinétique en régime stationnaire avec, mettons par exemple, une tension continue ou une tension qui varie suffisamment lentement, ce régime stationnaire va se traduire par quoi? Il va se traduire par le fait que la dérivée partielle de ρ par rapport au temps va être 0, parce que qui dit régime stationnaire dit les choses ne bougent pas au cours du temps. Et donc l'équation de conservation de la charge va avoir une forme beaucoup plus simple, qui va être tout simplement divergence du vecteur j égale 0. Le fait d'écrire que la divergence d'un champ de vecteurs est nulle, en physique ou en maths, ça se dit d'une autre manière en disant qu'en fait, dans ce cas-là, le champ de vecteur j est à flux conservatif. Alors, on va voir quelles sont les conséquences de ce flux conservatif pour j.
Les conséquences sont les suivantes. Imaginez que vous avez une portion de conducteur qui a cette forme. Par exemple, vous avez ici un câble électrique qui va se diviser en deux câbles. Ce serait le cas si vous avez un nœud dans un circuit électrique. Votre nœud, il serait ici. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le vecteur densité de courant J, ici, je l'ai dessiné en jaune. Donc, vous voyez, je l'ai dessiné à différents endroits du conducteur, comme ça. Donc, il faut imaginer que ce champ de vecteur, voilà, il arrive par là, et puis il va se diviser en deux parties, qui vont correspondre à deux portions du courant, si vous voulez. Et donc, cette portion de conducteur, on peut définir son volume. Donc, c'est ce que j'ai ici grisé, là, en rouge. Ça va être le volume de tout cet ensemble de tuyaux, là. Et vous allez avoir la surface S, qui va être, en fait, la surface de tout l'extérieur de ce bout de conducteur, en bleu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Puisqu'on a div J égale 0, on peut écrire qu'on va avoir l'intégrale sur tout le volume de divergence de J qui va être nulle. Et comme vous le savez peut-être, on a une formule pour exprimer la somme sur tout un volume comme ça de la divergence de J. Ça va nous dire qu'en fait, quand vous avez l'intégrale sur tout un volume de la divergence d'un champ de vecteurs, mathématiquement, c'est la même chose que le flux de ce champ de vecteurs sur la surface dans laquelle le volume est inscrit. Donc là, ça va être le flux sur la surface S du conducteur de J scalaire ds. Alors, pourquoi ça va nous intéresser? Si on regarde le conducteur qui est ici, on va regarder comment le champ de vecteur se comporte à l'intérieur du conducteur. Vous voyez que le champ de vecteur J, si vous êtes à l'intérieur d'un conducteur électrique, il ne va pas sortir par les côtés, là. Parce que, évidemment, le courant, il va se conduire qu'à l'intérieur du fil électrique, donc vous n'allez pas avoir de contribution au flux de J qui va être sur les bords du conducteur. En fait, les seules contributions au flux là, qui va nous intéresser sont les contributions qui sont le J qui rentre à cet endroit-là et le J qui sort par SB et SC. Alors, comment ça va s'écrire, ça? Vous allez avoir une partie du flux, donc vous voyez qu'ici, j'ai orienté la surface de manière canonique. En général, une surface fermée, on l'oriente vers l'extérieur. Donc si j'orientais la surface vers l'extérieur ici, J va être dans le sens opposé. Donc là, encore une fois, je vais avoir un signe moins sur cette partie-là. Donc ça va faire moins le flux sur la surface SA de J scalaire ds. Et ensuite, vous allez avoir deux autres termes. C'est le flux de J, cette fois-ci qui est dans le bon sens, sur la surface SB. Plus le flux sur la surface SC de J, qui est égal à 0. Ces termes-là, comment je peux les appeler? En fait, je vais avoir trois intensités, parce que le flux de J sur une section, comme on l'a vu en début de ce cours, ça s'appelle tout simplement une intensité électrique. Donc vous allez avoir l'intensité électrique qui rentre ici, qu'on va appeler I1, ça va être ce terme-là. Et ici, vous allez avoir deux autres intensités, une intensité I2 et une intensité I3. Et ce qu'on a écrit, tout simplement, c'est une loi que vous connaissez déjà, la loi des nœuds, c'est que I1 égale I2 plus I3. Donc vous voyez, cette loi des nœuds qu'on utilise tout le temps en électrocinétique a en fait une justification très fondamentale du point de vue microscopique. Elle vient du fait que vous avez conservation de la charge, et puisque vous avez conservation de la charge, donc cette équation, lorsque vous êtes en régime stationnaire, le vecteur J, le champ de vecteur densité de courant, est à flux conservatif. Puisqu'il est à flux conservatif, le flux qui rentre, c'est égal à la somme des deux flux qui sortent. Autrement dit, I1 égale I2 plus I3, c'est la loi des nœuds. Dans une dernière partie, on va maintenant voir les propriétés de la conduction électrique dans le cas d'un conducteur ohmique. Alors, dans cette dernière partie, on va maintenant s'intéresser aux propriétés des conducteurs ohmiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conducteur ohmique? C'est par exemple un métal, et on va parler de conducteur ohmique quand on va faire certaines hypothèses qu'on va présenter ici, sur la propagation des électrons. Donc, on va imaginer qu'on a un métal. Donc, dans un métal, comme vous le savez, il y a des électrons qui sont liés au noyau, mais il y a surtout des électrons libres qui vont être les électrons qui conduisent le courant à l'intérieur d'un métal. Donc, ces électrons libres, on va dire qu'ils ont une charge qu'on va appeler petit q, et ils sont soumis à un champ électrique externe, qu'on va appeler grand E. Alors ce champ électrique, ce serait par exemple si vous prenez un fil de cuivre et que vous branchez un générateur de tension dessus, en fait ce que vous faites, c'est que vous imposez un champ électrique à l'intérieur de ce matériau. Donc que va-t-il se passer d'un point de vue microscopique? Alors voilà la modélisation qu'on va choisir, on va faire une modélisation dynamique, on va regarder quelles sont les forces qui sont en présence. Donc si on prend un électron, il va être soumis d'une part à la force électrostatique,
Donc cette force électrostatique, ça va être sa charge Q fois le champ électrique externe E. Il va aussi être soumis à son poids, donc sa masse fois le champ de gravité. Et on va choisir le modèle suivant. On va dire que l'électron, en fait, il va aussi être soumis à une espèce de force phénoménologique de frottement, qu'on va écrire comme ceci. Donc vous voyez qu'on choisit un modèle de force de frottement fluide. Alors d'où viennent ces frottements ? Bien entendu, l'électron, ce n'est pas juste une bille qui va subir un frottement fluide comme le frottement de l'air, par exemple, c'est un modèle. En fait, c'est un modèle qui physiquement va bien rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur d'un métal. Pourquoi ? Parce que l'électron, en fait, il peut déjà se collisionner avec ses autres congénères électrons. Et il peut aussi se collisionner, par exemple, sur des défauts qu'il peut y avoir dans le cristal, parce que vous savez, un métal, si on considère que c'est un solide cristallin, il y a des endroits où il peut y avoir des dislocations du cristal, donc il y a des défauts. Et il y a aussi ce qu'on appelle des phonons, donc des vibrations du cristal, et l'électron peut aussi se collisionner sur ces vibrations du cristal. Et donc tous ces effets-là, qui sont très compliqués, on va les modéliser tout simplement avec une force de frottement fluide de cette forme, donc qui est inversement proportionnelle à la vitesse de l'électron. Donc maintenant qu'on a ces trois forces, souvent ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que ces trois forces sont vraiment importantes ? Alors comme vous en doutez, il y en a une de ces trois qu'on ne va pas garder, ça va être le poids. Pourquoi on ne va pas la garder ? On peut voir ça tout de suite. Si on calcule un ordre de grandeur, ce poids, ça va être quoi ? La masse de l'électron, donc 10 puissance, donc ça va être 9 10 moins 31 kg fois G. Donc ça fait quelque chose de l'ordre de 10 puissance moins 29 newtons. Et la force électrostatique, combien elle vaut ? Elle vaut la charge fois le champ électrique. Donc la charge, vous savez, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 19 coulombs pour un électron. Et donc le champ électrique, ça peut avoir des ordres de grandeur qui sont très divers, mais mettons même qu'on prenne un champ électrique qui est très petit, par exemple 1 microvolt par mètre, donc 10 moins 6. Même si on prend un champ électrique qui est tout petit comme ça, vous voyez qu'on va obtenir quand même, dans ce cas-là, quelque chose qui va être de l'ordre de 10 puissance moins 25 newtons. Donc ça va être toujours très très grand devant le poids. Donc conclusion, on néglige le poids. D'ailleurs, dès que vous avez des problèmes de particules chargées, le poids il sera dans presque tous les cas négligeable parce qu'à cause des masses des particules qui sont très faibles. On va pour le négliger. Donc maintenant qu'on a ça, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique à un électron. Ça va s'écrire la masse d'un électron fois la dérivée de sa vitesse égale la somme des forces pertinentes pour ce problème. Donc il va y avoir la force de frottement fluide, moins m sur tau v, plus la force électrostatique. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est les propriétés de conduction électrique en régime permanent. Donc, qui dit régime permanent dit toutes les dérivées par rapport au temps sont nulles. En particulier, la dérivée de la vitesse par rapport au temps est nulle. On va donc obtenir que m sur tau fois la vitesse est égal à q fois e. Donc que la vitesse est égale à q fois tau divisé par m fois e. Or, nous, c'est les propriétés de conduction qui nous intéressent. Donc là, ici, j'ai pris la vitesse v d'un électron. On peut imaginer, de toute façon, en ordre de grandeur, que ce sera la vitesse moyenne. Il suffirait juste de faire une moyenne là-dessus pour obtenir la vitesse moyenne de tous les électrons. On va du coup relier ça à le vecteur densité de courant J. J qui vaut n fois q fois la vitesse. On obtient donc la loi suivante, J égale ce qu'on va appeler gamma, la conduction fois E, avec gamma, qui vaut quoi ? Eh bien, il faut multiplier ça par nq carré tau divisé par m. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm locale. Et ceci, c'est la conductivité électrique.
Pourquoi on parle de loi d'Ohm locale? Vous connaissez déjà la loi d'Ohm qui s'écrit la tension U égale la résistance R fois l'intensité I. Mais en fait, ça c'est tout simplement une autre manière d'écrire cette loi. Pourquoi c'est une autre manière? Parce que la tension U, elle va être liée au gradient, le gradient de la tension va être lié au champ électrique. Et du coup, on a d'ici d'une part quelque chose qui est lié à la tension, et ce J, vous savez que si vous faites son flux sur une surface, ça donne une intensité. Donc ici, vous avez quelque chose de la forme intensité égale un terme de conductivité fois une tension. Et comme la conductivité est l'inverse de la résistance, eh ben, on retrouve la loi d'Ohm U égale RI que vous connaissez bien. Ici, on l'a juste écrite de manière locale. Et vous voyez que là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a cette conductivité gamma qui a une interprétation microscopique maintenant. Avant, vous aviez juste une résistance R. Par exemple, si vous êtes en salle de TP, vous choisissez une résistance, par exemple, de 100 ohms ou de 10 kOhms. Mais toutes ces valeurs sont des valeurs mesurées. Vous avez pris un ohmmètre et puis vous avez mesuré la valeur de la résistance. Alors que vous voyez ici, ce qui est cool, c'est qu'on a une expression microscopique de la conductivité. Donc on va pouvoir allier la résistivité, par exemple, qui est l'inverse de la conductivité, à des choses comme la densité de porteurs de charge à l'intérieur du matériau, ce paramètre tau, qui est un paramètre phénoménologique, mais qui va décrire les collisions à l'intérieur du matériau, et puis la masse m des porteurs de charge. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ce modèle, évidemment, il est critiquable. On peut se demander à quel point il est valide. Donc une manière de vérifier la validité du modèle, c'est de regarder un exemple, par exemple le cas du cuivre. Donc le cuivre, on peut mesurer très bien sa conductivité par divers procédés, par exemple des procédés optiques, et on sait que sa conductivité vaut environ 6 puissance 7 siemens par mètre. Donc un siemens, c'est un ohm moins 1, c'est l'inverse, c'est la conductivité, donc c'est l'inverse de la résistance. Et on sait par ailleurs que dans le cuivre, vous avez une densité de charge qui vaut à peu près 1,4 10 puissance 10 coulombs par mètre cube. Et donc de tout ça, on va pouvoir calculer ce fameux paramètre tau, le paramètre d'amortissement. Alors, qu'est-ce que ça va valoir? On se sert de la formule qu'on a ici pour la conductivité. Donc, ici, on a 9 10 moins 31 fois gamma 6 10 puissance 7 divisé par ρ, donc on a dit 1,4 10 puissance 10 fois E 1,6 10 moins 19. Vous pouvez vous entraîner à faire le calcul, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un temps d'amortissement tau qui est de l'ordre de 10 puissance moins 14 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire vis-à-vis de ce taux? Dans quel cas notre modèle va être valide? Quelles sont les approximations qu'on a faites? Alors, la première approximation, c'était celle sur le poids. Donc, cette approximation, comme je l'ai dit, elle sera toujours vraie. Celle-là, elle n'est pas vraiment discutable, sauf si on prend des champs électriques vraiment très très faibles. Mais il y a une autre approximation qu'on a faite, c'est une approximation de régime permanent. Donc on peut se dire à partir de quel moment on n'est plus en régime permanent, enfin à partir de quel moment cette approximation devient discutable. Pour qu'elle soit discutable, il faut que ce terme-là, on ne puisse plus considérer qu'il soit nul, il faut qu'il commence à être suffisamment grand. Donc ce terme, c'est une dérivée de la vitesse des électrons par rapport au temps, donc il va dépendre, si on est en régime sinusoïdal par exemple, de la fréquence à laquelle les électrons vont bouger. Donc vous voyez que si ici vous avez un temps tau qui est de l'ordre de 10 puissance moins 14 secondes, vous allez avoir 1 sur tau qui va être de l'ordre de 10 puissance 14 Hz. Donc notre modèle, il va être valide en fait pour des fréquences suffisamment basses. Si vous avez des fréquences de vibration qui sont plus petites que 10 puissance 14 Hz, notre modèle, il est toujours valide. Et ça, en électronique, ça va être, l'électronique en tout cas qu'on fait en TP, ça va être toujours vrai, parce que vous utilisez des fréquences qui sont toujours beaucoup plus basses que ça. Vous utilisez des fréquences qui vont être maximum de l'ordre du mégahertz, voire vraiment du gigahertz, si vous poussez vous avez un très bon GBF et que vous le poussez, mais vous n'allez jamais atteindre des fréquences aussi élevées. Du coup, on aura toujours F qui est très petit devant 1 sur tau. Du coup, notre modèle est valide. Voilà donc pour le modèle de conduction et la loi d'Ohm locale. Maintenant, on va lier cette conductivité microscopique qu'on a obtenue à des choses plus macroscopiques qu'on connaît déjà, qui sont donc la résistance électrique. Alors cette résistance électrique, on va voir comment on peut l'obtenir à partir de la conductivité gamma. Donc imaginons que vous avez un fil, voilà, un fil électrique de conducteur comme d'habitude. Et on va prendre par exemple une portion de longueur L de ce fil. Et ici on va supposer qu'on est au point A et là au point B. Et la question qu'on se pose, c'est
quelle est la résistance R de la portion AB du fil. Alors, nous, ce qu'on connaît pour le moment, c'est la loi d'Ohm locale à l'intérieur de ce conducteur. J équivaut gamma fois E. Alors, on va avoir une section de ce conducteur qui va être une section constante, qu'on va appeler S. Et vous allez avoir un champ électrique, par exemple, de cette forme, qu'on va supposer lui aussi uniforme à l'intérieur du matériau. Comment on fait pour calculer la résistance à partir de ça? Puisque vous avez ce J qui va être lié à l'intensité, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que l'intensité électrique, par convention, dans les circuits électrocinétiques, elle mesure le déplacement des charges positives. Donc, puisque J, ça va être un déplacement d'électrons, qui est un déplacement de charge négative, on va avoir I qui vaut moins J divisé par S. On suppose J uniforme à l'intérieur du matériau. Ça va être pour l'intensité. Et cette intensité, on va avoir envie de la relier au champ électrique ici, donc on va avoir envie de le relier à la tension. Alors, comment on peut obtenir la tension? La tension, on l'obtient parce qu'on sait que le champ électrique E, c'est moins le gradient de V, où V est le potentiel électrique à l'intérieur du matériau. Donc si je calcule la circulation de E le long ici de OX, où je vais avoir un petit vecteur dl comme ça, qu'est-ce que ça va me donner? Ça, c'est moins la circulation de gradient de V suivant dl entre A et B. Et donc ça va être égal, par définition, à moins le potentiel en B moins le potentiel en A, c'est-à-dire moins la tension UAB. Donc on va obtenir quoi? Que moins UAB, c'est égal à ceci, la circulation de E. Mais E, d'après la loi d'Ohm locale, il vaut J sur gamma. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Que moins UAB, c'est égal à, avec I qui vaut J fois S, moins I fois L divisé par S gamma, qu'on peut écrire de la forme UAB égale RI avec R qui vaut L divisé par S gamma. Donc cette formule vous donne l'expression de la résistance d'une portion de conducteur de longueur L et de section S. Ce qu'on peut remarquer, pour vérifier notre calcul, plusieurs choses. Donc R est d'autant plus grand que la longueur est grande. C'est assez logique, parce que si vous avez un conducteur, vous prenez une portion de conducteur de plus en plus longue, il y a de plus en plus d'énergie qui a le temps de se dissiper en passant à l'intérieur de ce conducteur. Donc c'est assez raisonnable de penser que la résistance augmente avec la longueur. La résistance augmente avec l'inverse de la section. Donc ça, c'est un petit peu plus subtil. Si vous avez un fil qui est de plus en plus petit, eh ben, la résistance, de plus en plus, je veux dire fin, et la résistance va être d'autant plus grande. Alors ça, c'est un effet qui est un petit peu plus difficile à expliquer, mais c'est une tendance qui est très très générale, qu'on va redécouvrir d'ailleurs quand on va parler de l'effet de Poe à l'intérieur des matériaux, dans un cours sur la propagation du champ dans les conducteurs. Et vous avez bien évidemment la résistance qui va comme l'inverse de la conductivité gamma, ce qui est logique, ce à quoi on s'attendait. Alors, une dernière chose maintenant qu'on peut dire, pour conclure ce cours sur les conducteurs ohmiques, ça va être de discuter justement de l'effet Joule à l'intérieur des matériaux, donc de la perte d'énergie.
Alors, d'où vient cet effet Joule? Comme vous le savez, quand vous avez un conducteur ohmique, donc un matériau avec une résistance, vous avez de l'énergie qui est perdue lorsque le courant se déplace, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Donc, comment on peut voir cet effet Joule d'un point de vue microscopique? Imaginons que vous avez un électron, voilà, qui a une vitesse v, et qui est soumis à une force, voilà, la force électrostatique. Ce qu'on sait, c'est que la puissance instantanée de la force F, elle va s'écrire P qui vaut V scalaire F, et qui donc s'écrit Q V scalaire E. Donc ça va être simplement pour un électron. Maintenant, si vous considérez l'ensemble des électrons, donc l'ensemble des porteurs de charge, on va avoir une puissance volumique instantanée qu'on va écrire P indice V, équivaut quoi? Équivaut N, petit n, la densité volumique de porteur de charge fois ça, donc NQV scalaire E. Et là, on retrouve que ça vaut J scalaire E. Avec la loi d'Ohm, J égale gamma E, qu'est-ce qu'on retrouve? Que la puissance volumique instantanée vaut tout simplement gamma fois norme de E au carré. Donc ça, c'est la puissance qui est dissipée par effet Joule, la puissance volumique instantanée dissipée par l'effet Joule. Une fois qu'on a une puissance volumique instantanée, on peut calculer une puissance moyenne. Si par exemple on est en régime sinusoïdal, par exemple on va prendre E qui vaut, mettons, E0 cosinus oméga t. La puissance volumique dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle va valoir gamma fois la moyenne de E0 carré cosinus carré oméga t. Comme vous le savez, la moyenne d'un cosinus carré, c'est 1,5. Et donc on obtient la puissance volumique moyenne. Alors on va l'écrire comme ça, entre crochets. Cette puissance volumique moyenne vaut donc 1,5 de gamma E0 carré. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement dans cette dernière partie, dans cette formule? C'est que la puissance, elle est proportionnelle à la conductivité du matériau, la puissance qui est dissipée par effet Joule, et qu'elle est aussi proportionnelle au carré de la valeur efficace du champ électrique. Voilà qui conclut donc ce cours sur les conducteurs ohmiques. Dans un prochain cours, on va maintenant attaquer qu'est-ce qui se passe quand on a non plus un champ électrique extérieur statique comme ça qui est imposé au matériau, mais qu'est-ce qui se passe quand on a une onde électromagnétique qui se propage à l'intérieur du conducteur. Je vous remercie.